personnes, il y en a qui ont dit 2 ou 3, mais moi, je ne veux pas exagérer. Le minimum, on ne peut pas me dire que ça ne valait pas 1 million de personnes. Incroyable. Lorsque vous avez vu, par la suite, le rassemblement auquel M. Laurent Gbagbo a appelé, je crois que c'était le 16 août du même mois, mais c'était impressionnant. C'est pour cela que je dis, en démocratie, il n'y a que la masse, il n'y a que la parole, il n'y a que la démonstration de force qui puisse marcher. Tout sauf la prise des armes. Et là, je pense que oui, l'opposition actuelle a moyen. Parce qu'ils ont créé le Front commun dans ce sens. Ils ont créé le Front commun dans ce sens. Et aujourd'hui, je pense que ce Front commun-là va s'agrandir. Les Afin Descent qui sont écartés de la liste électorale, M. Assalé Tiemoko, moi je pense que vraisemblablement, ce garçon a les moyens de réunir. Et puis c'est un jeune frère, c'est un ami. Je sais qu'il a réuni toutes les candidatures. Il a pris tout le parrainage. Mais c'est trop facile de dire, ah oui, il y a des doublons, tu as 5 000 doublons, 10 000 doublons. On peut tout faire, on peut tout dire. Et c'est pour cela que je dis, le mal vient de la façon de désigner les membres. Vous savez, en droit, vous pouvez tout justifier. Pourvu que le politique donne sa vision, le droit exécute. Dans les dictatures, c'est comme ça que ça fonctionne. Le cas de figure qui se présente actuellement est-il semblable à celui de 2010-2011 ou bien 2020 où il y a eu cet appel au boycott de la présidentielle, la création d'un conseil national de transition qui s'est mal terminé, plus de 80 morts? Le cas de figure actuel ne ressemble à aucun autre. Aujourd'hui, c'est un cas de figure tout à fait différent. Je rappelle à vos auditeurs qu'en 2020, c'était beaucoup plus compliqué pour le président Henri Konan Bédié parce qu'il était pratiquement esselé. Il n'avait pas la machine de EDS, la machine proche de Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo avait émis quelques réserves sur ce qu'on a appelé, ce que le président Bédié avait appelé le CNT. Parce que c'était une sorte de mouvement insurrectionnel, mais qui n'avait pas pris toutes les mesures. Vous savez, quand on veut faire ces choses-là, c'est pas aussi aisé. Voilà. Et donc, le président Bédié était pratiquement... Aujourd'hui, les données ont changé. Le président Laurent Gbagbo est revenu, et il est dans le pays. Et ça, c'est déjà une donne énorme, parce qu'aujourd'hui, il se présente comme la tête de file, pratiquement de l'opposition actuelle. Et quand il réussit, en plus, à emballer le PDCI-RDA, qui n'est plus le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié. C'est un PDCI-RDA revigoré par une jeunesse à cause ou bien grâce à l'arrivée du nouveau président qui est beaucoup plus jeune et frais, et puis qui est internationalement reconnu pour ses compétences, etc. Donc, ça a ravivé la flamme du PDCI-RDA. Et quand le PDCI se met avec le PPACI, cher ami, c'est pratiquement sur les 3 forces politiques de la Côte d'Ivoire, ce sont 2 forces qui se mettent ensemble. Hein. Et ça, c'est énorme. Et sans oublier que parmi tous les candidats qui ont été rejetés sur la soixantaine, là, il y a une bonne partie qui va rejoindre cette force-là. Donc, c'est sûr que dans les jours qui arrivent, la Côte d'Ivoire va... C'est-à-dire que M. Ouattara, il sait. Il dit qu'il a pris des dispositions. Il continue l'armée, la police, la gendarmerie, mais rien de tout ça n'est au rendez-vous. On parle de démocratie. On n'est pas d'accord avec une décision. Et le Conseil constitutionnel, on ne peut pas être d'accord avec ça. Vous dites que 2 grandes forces politiques se sont mises ensemble. Elles auront en face la 3e force qui n'est pas des moindres, le RHDP, qui aujourd'hui a entre ses mains tous les ressorts du pouvoir, l'administration, l'armée et autres. Est-ce que le RHDP ne part pas avec une bonne longueur d'avance sur l'opposition? Non, la seule longueur d'avance, c'est seulement si le RHDP veut utiliser la violence. C'est-à-dire parce que ce qui a déjà commencé jusqu'à maintenant, les enlèvements, parce que les enlèvements avaient pour objectif d'intimider, de glacer, de casser le mouvement dans l'œuf, puisqu'on nous a rapporté qu'ils disent qu'en 2020, ils n'étaient pas prêts. Donc cette fois-ci, ils se sont apprêtés, disent-ils, pour faire le passage en force, pour réussir facilement le passage. Or, c'est ce qui sera beaucoup plus difficile. Parce qu'à moins que vous décidiez de tuer en masse, et ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec le retour du président Laurent Gbagbo, de la CPI, avec l'arrivée de M. Tidjane Thiam, les caméras internationales sont beaucoup plus braquées sur la Côte d'Ivoire. Donc tout se passera devant nous. Hier, c'était encore, ils ont réussi à fermer les yeux, où
on tranche les têtes des jeunes pour jouer au ballon. Ça s'est passé à Daoukro avec ce jeune Nguessan Kofi Toussaint, dont la tête a sévi. Mais ça, la communauté internationale n'en a pas suffisamment parlé. Alors qu'aujourd'hui, où les instances internationales ont été saisies de la question ivoirienne, notamment le Comité des droits de l'homme de l'ONU, notamment le secrétaire général des Nations Unies, notamment la Cour pénale internationale, la CPI, notamment l'Union européenne, tout le monde va regarder ce qui va se passer. Aujourd'hui, je suis en train de vous accorder la primeur de mon état d'esprit, la primeur de mes analyses, mais tout le monde entier va rester focus sur la Côte d'Ivoire. Que va-t-il se passer? Et ça, il n'y aura que la rue pour vous répondre. Et vous aurez les réponses très très bientôt. Moi, j'ai foi en cela. Vous parliez beaucoup de la présence de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je reviens sur le cas de figure de 2020. C'était pas Laurent Gbagbo, c'était Henri Konan Bédié, qui n'est pas un petit personnage non plus, mais rapidement, le pouvoir a imposé un blocus à son domicile, empêchant ses militants de s'approcher de lui et tuant ainsi toute velléité de manifestation dans l'œuf. Est-ce qu'on ne va pas assister à la même chose pour ce cas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse assister à la même chose aujourd'hui. Les données ont véritablement changé. Et comme je l'ai dit tantôt, je vais certainement me répéter, mais je dis que M. Gbagbo est revenu de la Cour pénale internationale. C'est tout à fait différent. Il a créé un PPACI qui, à un moment donné, a eu du mal à décoller jusqu'à ce qu'il lance cette ingénieuse idée du mouvement Trop c'est trop. Dans ce mouvement-là, pratiquement tous les frustrés, toutes les victimes du régime Ouattara, les déguerpis, tout ce monde qui est frustré, qui a été victime. Parce que n'oubliez pas qu'avec le régime RDP, c'est une poignée qui jouit pendant que la masse gémit. La vérité, c'est ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Et donc, tous ces gens qui se sentent frustrés se sont mis pratiquement dans le mouvement Trop c'est trop. Et puis, je dis encore une fois que hier, si à côté de M. Bédié, il y avait Laurent Gbagbo qui était dans le pays, ça changerait la donne. Parce qu'on connaît un peu la sociologie des partis politiques. Il y a un parti politique qui est habitué au combat, aux luttes démocratiques, c'est le PPACI aujourd'hui. C'était le FPI. Encore que le FPI lui-même, d'Affi N'Guessan, a rejoint le mouvement. Et lui-même vient d'être éjecté encore des candidatures parce que Affi N'Guessan, là, c'est celui qui est resté au pays pendant que Gbagbo n'était pas là. Donc, réunir les parrainages, là, ça, c'est le minimum. C'est quelqu'un qui a été quand même un élu déjà, etc. Mais tous ces gens-là payent le prix de se séparer. Parce qu'Affi N'Guessan, à un moment donné, était en alliance avec le RDP. Dès l'instant où il a cassé l'alliance, il est devenu l'ennemi juré. Donc, facile à dégommer de la liste électorale. Bref, donc je veux dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même configuration qu'en 2020. Aujourd'hui, l'opposition est ragaillardie. La masse de personnes que nous avons vues le 9 août, ça n'existait plus en Côte d'Ivoire depuis que Laurent Gbagbo était parti à la haie. Ça date de 15 ans, 20 ans, un tel mouvement de masse. Et donc, c'est à ça qu'il faut s'attendre. Et donc, ceux qui attendent les partisans de l'opposition avec des maquettes et des bourdins, comme la fois dernière, la mise en scène de ce bus caillassé et tout ça, je suis désolé, mais ils vont faire ça sur route. Là où il faut attendre l'opposition et la société civile qui va se lever contre cette décision-là, c'est dans les mouvements de masse, les mouvements de rue qui sont légaux, pardon, les mouvements de masse qui sont légaux et donc qui sont autorisés par la Constitution. Là, on ne pourra rien faire. Et donc, c'est là où il faut attendre les gens. Et moi, je suis sûr que ça ne va pas tarder. En Côte d'Ivoire, souvent, quand il y a ce type de manifestation, on accuse souvent le RHDP de sortie des miliciens, des nervis pour mater les manifestants. On sait qu'en Côte d'Ivoire, les populations, le peuple est traumatisé par des années de violence et de crise politique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont encore prêts à suivre des hommes politiques pour revendiquer une quelconque égalité dans le jeu électoral? Non, mes chers amis, vous avez déjà la réponse à votre préoccupation. Vous avez déjà la réponse le 9 août. Une belle démonstration de force des Ivoiriens.
Là, docteur Bogasako, est-ce que vous ne faites pas une confusion? Là, c'était une manifestation autorisée, qui est légalement autorisée par le gouvernement. Au cas où le gouvernement allait interdire toute manifestation contre la candidature de Ouattara, ce qui risque d'arriver, est-ce que vous pensez que les Ivoiriens vont braver une telle interdiction? Alors, vous êtes en train de me dire que les manifestations qui auront lieu demain ne seront pas autorisées. Ça, c'est au pouvoir de voir. N'oubliez pas que la marche du 9 août a connu plusieurs revirements. D'abord un refus, et puis après les insistances et autres là, ils sont revenus comment dire, ils ont relancé la demande et le pouvoir n'a eu qu'à. Souvent, quand vous refusez, mais c'est vous qui autorisez, qui permettez, j'allais dire, les manifestations illégales. Sinon, en démocratie, jusqu'à une date récente, en Côte d'Ivoire, il suffisait d'informer juste l'administration et puis vous manifestiez. Ils ont concocté une loi où il faut autoriser. Mais c'est à eux de voir. Soit ils autorisent, auquel cas ils vont encadrer selon l'itinéraire, soit ils refusent d'autoriser, et puis à ce moment-là, vous permettez aux populations d'exprimer, parce que ce que nous venons de voir avec le Conseil constitutionnel, vous ne pouvez pas interdire, mais vous ne pouvez pas empêcher les plus de 25 millions d'Ivoiriens de manifester leur mécontentement. Bon, étant entendu, il faut enlever dedans les 1,5 million, 2 millions de votants de RHDP parce qu'il y a des statistiques qui montrent très clairement que tout ce qu'ils appellent suprématie du RHDP, la totalité de leur voix ne dépasse pas 2 millions. Alors qu'aujourd'hui, parmi les électeurs, on est à peu près autour de entre 7 et 8 millions. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas si majoritaires que cela. C'est pour cela qu'ils ont peur. Parce que si vous avez une figure charismatique de l'opposition en lice, M. Ouattara sait qu'il ne peut même pas atteindre peut-être même le second tour. Donc il faut éliminer. Et pour éliminer, c'est sans état d'âme. Vous voyez, c'est tellement révoltant. Sans état d'âme, on ne peut pas dire, oui, bon, il a commis tel effet. Donc, prenez le cas de M. Tidiane Thiam. Il est ivoirien plein. Et puis, on a le droit d'avoir une révision de la liste électorale chaque année, avant l'élection. Le pouvoir Ouattara dit, on ne fait plus cette révision. Et pourtant, le budget a été voté 27 milliards. Comment vous pouvez comprendre ça? C'est pour cela que le comité des droits de l'homme a dit, la Côte d'Ivoire a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques depuis 1992. En son article 25, il demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire jouir à tous les citoyens ivoiriens les droits civils et politiques. Ce sont toutes ces injustices-là qui révoltent. Ce sont toutes ces injustices-là qu'on ne peut pas accepter. Donc, c'est le pouvoir qui verra. S'il va autoriser des manifestations, maintenant, s'il ne veut pas autoriser, bon, on verra comment les gens réagiront. Mais en tout état de cause, nous avons le droit d'exprimer notre mécontentement devant ce que nous appelons là une mascarade du Conseil constitutionnel qui montre très clairement qu'il est plutôt partisan qu'un appareil, qu'une institution judiciaire. Je suis désolé, mais c'est ce que ça nous donne de voir. Et je suis allé à la racine. Ce sont tous des militants plutôt que des juristes ayant prêté serment. Alors, vous donniez tout à l'heure l'exemple du Sénégal. Est-ce que ces opposants dont la candidature vient d'être rejetée ne peuvent pas tenter ce que Sonko a fait au Sénégal? Si ils veulent vraiment le départ de Ouattara, pourquoi ne pas laisser tomber toute forme de contestation, s'aligner derrière Simon Gbagbo, Awadon Melo ou encore Jean-Louis Billon, appeler leurs militants à voter pour l'un de ces candidats, l'essentiel est qu'il fasse partie Ouattara. Pourquoi ne pas tenter une telle initiative? Malheureusement, c'est là où on voit clairement la différence entre la Côte d'Ivoire et le cas sénégalais. Au Sénégal, Macky Sall était parti. C'est-à-dire qu'avant même l'élection, le peuple avait déjà eu la victoire. Le départ de Macky Sall a été une victoire du peuple. Mais la victoire du peuple consolidée par une décision de justice, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a contribué à consolider la victoire du peuple. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, cher ami Karl, c'est que le Conseil constitutionnel, ou bien les juridictions, là, elles rendent le droit au nom du peuple. Si le peuple, aujourd'hui, décrit un certain nombre d'injustices, le droit vient pour consolider. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Donc, le contexte était vraiment favorable, si bien que, dans la même dynamique, Macky Sall ayant été vaincu par la décision du Conseil constitutionnel, qui est venu en appui
qui a confirmé la volonté du peuple, qui ne veut pas avoir le troisième mandat, qui ne veut pas toucher d'un iota une seule date de la date de l'élection, la victoire là s'est confirmée en dynamique et ça continue avec l'élection. Quel que soit celui que Ousmane Sonko désignerait, et c'est ce qui s'est passé, celui-là gagnerait l'élection. Au premier tour, même